Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une athlète, une coureuse de fond, de long, de presque très long, qui va nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elle construit sa carrière, comment est-ce qu'elle vit d'un côté et de l'autre de l'océan. Je suis très heureux de recevoir Emmeline Delanis. Salut Emmeline. Salut Armano, merci de m'avoir sur le podcast. Eh ben, je t'en prie, c'est un plaisir. Ça va, tout va bien en termes de... T'es bien posée, t'es bien assise, t'es prête à répondre à toutes mes questions ? Je suis prête. Là, t'es où ? T'es de quel côté de l'océan ? Là, je suis en France, à Berck actuellement. Je suis en rééducation, donc je suis dans le nord pour l'instant. Ok, bah tu vas nous dire un petit peu pourquoi tout ça. Ce que je te propose, c'est déjà de mettre direct les pieds dans le plat et nous en dire plus sur toi. Qui est Emmeline ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quel sport tu pratiques et tout ? Moi, c'est Emmeline, je suis sportive de haut niveau, j'ai 26 ans, en course à pied, puis sur marathon surtout maintenant, enfin sur tout ce qui est course de fond. Je m'entraîne principalement aux États-Unis. J'ai rejoint la team de Puma qui est là-bas parce que je suis du coup sponsorisée par Puma maintenant depuis 3 ans. Et j'ai rejoint une team professionnelle là-bas qui est basée en Caroline du Nord. Et aujourd'hui, là pour l'instant, je suis de retour en France. Et voilà. J'ai fait mes études aux États-Unis, donc c'est aussi pour ça que c'est vrai que j'ai eu l'habitude du système américain, même au niveau de tout ce qui est entraînement et tout ça. Donc c'était aussi mon choix de repartir là-bas après mes études. J'étais revenue en France, mais j'ai préféré en tout cas poursuivre ma carrière sportive là-bas. Alors, tes études aux États-Unis, c'est-à-dire que tu es partie post-bac, tu as étudié quoi ? À la base, je partais après le bac pour apprendre l'anglais. Donc c'était vraiment histoire de 6 mois à 1 an. Puis ça s'est transformé en 5 ans, 8 ans. Maintenant, ça va faire 8 ans. Et du coup, j'ai fait mes études en business, leadership, administration. J'ai fait mon bachelor en Californie et ensuite je suis partie faire mon master à Boston. J'aime bien comme quoi c'est la plus européenne des villes américaines. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Bon, et puis là-bas, les conditions d'entraînement, que ce soit à Boston ou ailleurs, c'est vrai que c'est assez sympa. Mais Boston, avec les grandes universités qu'il y a, j'imagine que ça doit être un peu le pied pour justement mettre un pied devant l'autre. C'est ça, enfin, toutes les infrastructures, c'est énorme. C'est comme si toutes les universités étaient un peu comme, bien sûr, un peu moins bien, mais ça reste quand même un peu comme l'INSEP où il y a tout, le nécessaire en tout cas pour s'entraîner correctement et pouvoir faire ses études
et être directement sur place aussi. C'est ça qui est un gros plus. Ouais, à la différence des étudiants français qui sont rarement sur un campus où on a tout. Alors, sauf tu te rappelais ceux qui sont à l'INSEP, mais sinon en général, les étudiants vont à la fac ou à l'école d'ingé ou à l'école de commerce ou à l'école de médecine ou autre, et puis ils ont leur appart à côté du campus, et puis malgré tout pour aller s'entraîner, faut qu'ils se débrouillent. Aux États-Unis, tout est pensé pour être dans un microcosme. Voilà. Non, c'est ça, c'est vrai que c'est parfait pour l'entraînement en tout cas. Quand est-ce que tu as découvert le sport et en particulier la course à pied ? Le sport, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai commencé par la natation jusqu'à mes 12-13 ans. Et c'est vrai que c'était pas vraiment un sport que j'aimais du tout, la natation. Et j'ai toujours aimé courir, je sais pas pourquoi, même dans la cour, c'était ça vraiment qui m'a donné envie de continuer. C'était... Je sais pas, je m'amusais en tout cas en courant, donc j'ai voulu, un jour j'ai demandé, j'ai envie de changer, je veux vraiment faire de l'athlétisme. Et bien sûr j'ai débuté partout, jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai fait vraiment un peu de tout, de la perche, du javelot, j'ai touché à toutes les disciplines de l'athlétisme. Et c'est vraiment quand je suis partie aux États-Unis que je suis plus partie sur tout ce qui est demi-fond, puis maintenant fond. Tu as démarré avec donc toutes les disciplines de l'athlétisme. Il n'y a pas quand même une discipline qui t'a le plus excité, intéressé, qui a fait que tu sois resté dans ce sport? Parce que tu aurais aussi pu dire, finalement, j'ai touché un petit peu à tout, au saut, au 110 mètres, au 110 mètres haies, au 100 mètres haies pour les femmes, au sprint, au 800 mètres. Ça m'intéresse pas, je vais pas, aller faire du volley. Non, tu as voulu rester dans l'athlétisme. C'est vrai que c'est un sport quand même où tout le monde peut trouver ce qui lui plaît. Il y a vraiment de tout, pour toutes les tailles, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en ayant essayé beaucoup de choses, moi, ce que j'adorais par-dessus tout, c'était la perche. C'était pas le demi-fond ni rien, courir, c'était pas spécialement quelque chose... courir longtemps, en tout cas, j'appréciais plus particulièrement. Même les crosses, j'ai jamais vraiment aimé les crosses. Après, je pense que c'est venu par rapport aux résultats aussi. Le fait d'avoir des résultats qui me donnaient envie de continuer à progresser, vu que j'étais bien placée sur tout ce qui était plus long sans vraiment en faire spécifiquement. Je me suis dit, je vais continuer à aller là-dedans, vu que j'aimais bien gagner aussi. Je pense comme beaucoup de monde, on aime bien gagner, en tout cas réussir. Et c'est vrai que le fait à chaque fois en fait que je faisais une compétition sur le 400-800, je m'améliorais. Je me suis dit j'ai envie d'essayer le 1500 mètres. Puis après je me suis améliorée aussi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis plus orientée vers le fond. Puis je pouvais pas tout faire non plus. Ouais, tu me disais que c'est quand tu es arrivé aux États-Unis pour les études que tu as switché sur le demi-fond et maintenant le fond. Est-ce que c'était une volonté de ta part, ou est-ce que c'est les entraîneurs à l'époque, quand tu étais là-bas, qui ont décelé quelque chose chez toi et qui t'ont incité à y aller? Non, c'est vraiment venu vraiment par hasard, parce que c'est vrai, quand je partais aux États-Unis, moi, c'était vraiment pas dans l'optique du sport. J'ai eu une bourse athlétique, mais je partais là-bas pour apprendre l'anglais. J'ai eu la chance d'avoir une bourse athlétique par rapport à mes résultats sur 800 et 1500. Et en fait, en arrivant là-bas, je suis passée de 2 entraînements quand j'étais en France à 6, 7. Donc, tout de suite, on progresse plus vite, mais on se blesse aussi. Mais oui, c'est vrai que dès la première année, mon coach essayait de me mettre sur des plus longues distances que j'ai refusé. Donc, la plus longue que j'avais fait, c'était le 3000 mètres. Mais il m'a dit, tu verras... ta dernière année, tu feras du 10 000. T'es pas faite pour faire du 800. Je sais que tu veux continuer à faire ça maintenant, donc vas-y, mais tu passeras sur des distances plus longues. Et au final, il avait raison. Bon, il avait raison. T'es passé ta dernière année, c'est-à-dire ta dernière année d'études en Californie? Ouais, là, j'étais pas encore passée sur 10 000. Je faisais du 5000 mètres. Et j'ai fait du steeple. C'est quand je suis partie vraiment à Boston. Oui, j'ai vraiment attendu ma dernière année pour faire du 10 000 mètres. Tu nous parles un petit peu de ton palmarès, parce que tu nous dis que tu as pu avoir une bourse athlétique par rapport à tes résultats sur 800 et sur 1500. C'était quoi les résultats d'Emmeline sur 800, sur 1500 à 16, 17, 18 ans qui a pu justifier une telle bourse? 18 ans, j'avais 2,15 ou 2,14 sur 800 et
et 4,38 sur 1500. Et ça m'a permis, oui, d'avoir une bourse complète. Bon, grâce aussi à quelqu'un qui a bien convaincu le coach aussi, un Français qui était là-bas, je pense qu'il a bien convaincu le coach de me prendre aussi avec une bourse complète parce que c'est vrai que je m'entraînais pas beaucoup, donc essayer de vendre le truc comme quoi j'avais une marge de progression. Et je pense que c'est pour ça que j'ai obtenu une bourse complète aussi. Tu nous as donné tes temps sur 800 et sur 400 et sur 800. Ça représentait quoi? Tu as réussi à décrocher quelques médailles en termes de championnats régionaux, championnats de France, intégrer peut-être l'équipe de France à l'époque? Non, pas à l'époque encore. Non. J'avais fait mon année juste avant de partir aux États-Unis, j'avais fait 3e au 1500 mètres au championnat de France l'été. Quelque chose, oui, pareil, que je m'attendais pas du tout. Alors là... mais sinon, non, j'avais jamais fait... En fait, en équipe de France, ma première année, je crois que ça a été qu'en 2018 ou 2017. Oui, 2017, il me semble. Donc, une fois que tu étais bien installé aux États-Unis, que tu as commencé à progresser sur les distances un peu plus longues, voire du demi-fond, tu as continué à courir en France, pour la France, et après intégrer l'équipe de France? Ouais. Ça a été progressif, mais c'est vrai que ma première année là-bas, j'étais beaucoup blessée parce que je pense que augmenter de la charge d'entraînement comme j'ai fait, c'était pas non plus optimal. Donc j'étais beaucoup blessée, mais c'est à partir de la 2e année où j'ai commencé à intégrer l'entraînement et intégrer aussi les méthodes d'entraînement des coachs. Que là, oui, j'ai eu ma première sélection. C'était pour les Jeux méditerranéens espoir, je crois, sur 5000. Et comment on fait pour déjà intégrer l'équipe de France alors qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique et que... Après, je cours. Je cours les compétitions en France et j'avais un club. Il faut vraiment être licencié aussi, sinon oui, ça marche pas. Ok. Là, tu nous dis que tu es en rééducation à Berck. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est compliqué, mais c'est... Je peux même pas appeler ça une blessure, vraiment. Je sais même pas dans quelle case mettre ça, mais ça fait plusieurs années maintenant depuis... La première fois que j'avais ressenti ça, c'était en 2018-2019, où vraiment j'ai très mal au mollet, en fait, tout le temps, des crampes au mollet. Et au fur et à mesure des années, que la charge d'entraînement augmentait aussi, c'est vrai que plus ça allait, plus j'avais vraiment mal et j'avais même des douleurs au niveau des tibias jusqu'à cette année où j'ai fait que me blesser, j'étais tout le temps blessée, par blessure de compensation aussi du fait que j'avais tout le temps mal quelque part. Et c'est en octobre, quand je suis rentrée en France pour faire un IRM, je pensais... même ce qu'on me disait que j'avais sûrement une fracture de fatigue dans le tibia, au niveau du tibia, que non, ça s'est révélé que c'était surtout une périostite et j'avais une tendinite. Mais c'est là qu'on m'a parlé du syndrome des loges. Et j'ai fait la mesure des pressions pour diagnostiquer le syndrome des loges, qui n'est pas vraiment quelque chose que... En tout cas, j'avais jamais entendu parler de ça. Et moi, pour toutes les fois où je m'étais plaint de mes mollets, personne ne m'avait vraiment parlé de cette chose, du syndrome des loges. Et au final, c'est le syndrome des loges, mais c'est aussi l'artère poplitée qui est piégée. Donc c'est une double... c'est le syndrome des loges dans le mollet et l'artère poplitée qui est piégée du fait que le mollet est vraiment un peu... la loge n'est pas assez grosse pour le mollet. Ça vient à l'effort comprimer l'artère. Donc la circulation ne se fait pas correctement. Et le syndrome des loges, justement, tu peux nous en parler avec tes mots, nous expliquer à quoi ça ressemble? Avec mes mots, parce que je suis pas pro là-dedans, mais c'est que la loge où est le muscle n'est plus assez grande pour le muscle. Donc, quand il y a l'effort, le muscle se contracte et il y a plus de place, en fait. Il ne peut plus s'étendre. Et donc, moi... En tout cas, ça me faisait des raideurs et des crampes énormes et vraiment une boule au niveau du mollet. Mes mollets, ils étaient prêts à exploser. J'ai l'impression que le sang passait plus dans mes mollets. Mais au final, en tout cas, oui, la circulation ne se faisait pas correctement. Et du coup, comment est-ce qu'on résout ça? Est-ce que ça nécessite une opération, une intervention? Est-ce que c'est que du repos? Comment tu règles ce problème?
Après, je pense qu'on peut vivre avec, mais alors il faut arrêter le sport de haut niveau. Enfin, c'était pas possible, en tout cas pour moi, de continuer le sport de haut niveau. Le syndrome d'Eloge, il y a plusieurs façons maintenant de pouvoir le traiter. Enfin, essayer de pas passer par la chirurgie. Mais moi, du fait que c'était aussi l'artère en fait qui est piégée, vraiment la seule issue, c'était de me faire opérer. Donc du coup, là, tu rentres d'opération et tu es en train de récupérer au centre de rééducation de Berck, c'est ça? Ça fait maintenant 8 semaines que je me suis fait opérer. Malheureusement, j'ai eu un peu des complications au niveau de la cicatrisation, donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais là, ça va mieux et maintenant, dans pas longtemps, normalement, je fais la deuxième jambe. Parce que oui, il y a les 2 jambes. Donc ça va. Ouch. Et donc du coup, j'imagine que ta saison 2024 est un petit peu en pause. Très compliqué, oui. Malheureusement, j'essaye de pas trop me projeter non plus parce que je pense qu'il faut prendre le temps maintenant. Ça sert à rien de précipiter les choses et au final, revenir se blesser ou faire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Donc, je vais laisser le temps au temps et garder espoir. Est-ce que justement cette blessure, entre guillemets, a été accentuée par la course très courte ou est-ce que tu penses que ça a été accentué au contraire plus par le demi-fond, voire le plus long, puisque maintenant tu cours même sur marathon? Oui, je pense que c'est le long. Honnêtement, si je m'entraîne que 3 fois par semaine et que je fais des petites distances, je pense, quoique maintenant, à l'heure actuelle, je sais même pas si mes mollets pourraient le supporter encore. Mais c'est vrai que c'est le fait de s'entraîner beaucoup plus sur marathon, c'est des kilomètres et des kilomètres par semaine. Et je pense que ça n'a pas amélioré les choses, oui. Donc tu le disais tout à l'heure, ça fait 3 ans que tu es sponsorisé par Puma, que tu es athlète Puma. Donc Puma t'aide à t'en sortir. Comment est-ce que toi, tu construis ta carrière en choisissant tes objectifs et accessoirement après, comment est-ce que tu finances cette carrière? J'ai la chance actuellement d'être aidée par Puma en tout cas et d'être sponsorisée par Puma. Donc c'est une aide énorme en tout cas pour vivre. Après, j'avais mon club. Malheureusement, comme j'ai été blessée et que malheureusement ça va être très très compliqué, voire pas possible de faire les JO, je n'ai plus l'aide de mon club. J'avais une CIP avec une entreprise que pareil, ça s'appelait Sport2Be, que je remercierai jamais assez pour les 2 ans que j'ai passé avec eux. Malheureusement, ils faisaient pareil des CIP avec plusieurs athlètes de haut niveau, mais le budget ne permettait plus de financer ça. Donc j'ai été licenciée en septembre. Donc maintenant, oui, ça devient compliqué, en tout cas, de se projeter aussi. Et même avec la blessure, ça n'aide pas les choses. Même au niveau d'aller chercher des sponsors parce que j'ai aussi le projet d'aller plus loin, d'aller jusqu'en... il y a Los Angeles 2028 qui va arriver aussi. C'est vrai que je ne voulais pas spécialement m'arrêter à Paris, mais là, maintenant, c'est compliqué d'être légitime au niveau des sponsors pour aller leur demander d'être aidé, vu que maintenant je suis complètement immobile, que je peux pas et je peux pas me projeter vraiment. Comment tu surmontes ça? J'aimerais bien qu'on split les choses en deux. C'est-à-dire la première partie, ce serait vraiment ta carrière avant la blessure, enfin en tout cas avant que la blessure ne t'oblige à aller jusqu'à l'intervention. Comment est-ce que tu contactes les partenaires potentiels? Comment est-ce que tu deals avec eux? Est-ce que ça te permet de vivre ou est-ce que au contraire tu es obligé de prendre un job à côté ou de trouver d'autres moyens? Et puis après, on passera sur la partie justement post-blessure, même si tu nous dis qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'avant, jusqu'à septembre, avant la blessure, tout ça, j'avais Puma et j'avais du coup la CIP avec l'entreprise, donc j'étais salariée. J'avais un salaire tous les mois. Donc plus le revenu un peu de mon club également, ça me permettait de vivre sans devoir travailler énormément ou aller faire un autre job et tout ça à côté. Niveau sponsor financier, j'ai jamais réussi à avoir... malheureusement, un autre sponsor financier, une entreprise, même locale, d'où je suis, ni rien. Mais par contre, j'ai des aides de partenaires, je dirais. TA Énergie, par exemple, qui me fournit en tout ce qui est électrolytes, les boissons et tout ça. Même niveau ravito pour mon marathon, ça ravito. Mais en tout cas, pour mon marathon, l'entraînement,
ils me fournissent les barres et tout ça, donc c'est déjà des aides énormes. Enfin, on s'en rend pas compte, mais des petites aides de par-ci par-là, c'est énorme. Même là, maintenant, je suis accompagnée par Labs, qui me fournit tout ce qui est vitamines et tout ça, et toutes ces choses, si on met tout sur le côté, c'est des aides qui sont énormes, même qui ne sont pas spécialement financières. Oui, c'est sûr, ça te permet pas de payer les épinards, voire mettre du beurre dans les épinards. Par contre, ça t'évite de t'endetter encore plus, parce que toutes ces choses-là, il faut les payer. C'est bête, hein, mais quand on court, il faut acheter des paires de chaussures. Et quand on a un équipementier qui est partenaire, ça t'évite d'avoir à acheter les chaussures, les tenues, etc. Et donc oui, maintenant, je touche encore le chômage parce que depuis septembre, je suis à la recherche d'un emploi. Et j'ai encore PUMA jusqu'à fin 2024, et je ferai le maximum pour revenir cette année en tout cas. Donc là, les JO 2024, pour toi, tu l'as dit, ça s'annonce plus que compromis, parce que même si tu arrivais à récupérer suffisamment vite, il faut reprendre l'entraînement, remonter en charge, être sélectionné. Justement, la sélection pour les JO, en tout cas sur le marathon, ça se joue jusqu'à quand ? Est-ce qu'il y a déjà des Françaises qui sont en lice et sélectionnées ? Oui, il y a déjà 4 filles qui ont déjà réalisé les minima. Et la sélection officielle, il me semble que ça sera jusqu'à fin avril ou début mai en tout cas. Donc jusqu'à fin avril, début mai, il y a des opportunités en tout cas pour essayer d'aller chercher un chrono. Mais oui, donc pour moi, c'est sûr que c'est compliqué. Ça va être un peu compromis. Ouais, sachant que normalement, si j'écoute bien mon chirurgien, il faut attendre au minimum 2 mois avant de commencer à recourir après l'opération. Donc si je me fais opérer là, mercredi prochain, je reprendrai en avril ou mars. Non, avril. Début avril. Ouais. Donc forcément, ça paraît un peu compliqué. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de switcher du demi-fond, donc 1500, 3000, 5000, 10 000, au marathon ? Le fond, en soi, c'est à force de faire... Enfin, les coachs, en tout cas à l'université, m'ont forcé à force de monter sur une distance plus grande. Donc c'est vrai que quand j'avais fait un 3000, puis après j'ai fait le 5000, tout de suite, le 5000, j'avais battu le record de l'université. Donc tout de suite, j'avais envie de continuer à faire du 5000. Et j'avais des grandes chances aussi de me qualifier aux nationaux. Donc de là, j'étais passée sur 5000 et ensuite ça s'est fait. Et puis pareil pour le 10 000. Après le marathon, c'est pas avant 2021 quand j'ai rejoint la team de Puma là-bas aux États-Unis que le coach là-bas m'a dit faut que tu fasses marathon. Donc je l'ai écouté parce que c'est vrai que je lui faisais confiance dès le début, donc je pense qu'il savait ce qui était bon pour moi, et c'est comme ça que je me suis dit c'est parti, je vais faire du marathon. Bon, on n'est pas sur le même niveau d'entraînement non plus, donc j'imagine que ça demande, au-delà d'écouter un coach, ça demande aussi beaucoup d'implication, beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience pour passer presque d'un sport à un autre, parce que même si ça reste la course à pied, on n'est pas du tout sur le même type d'effort. Oui, c'est vrai, mais moi, ça m'a jamais fait peur, le marathon en tout cas. C'est sûr que ça demande énormément. Après, oui, effectivement, maintenant avec du recul, c'est même toute la vie qui tourne autour de l'entraînement, du marathon, puisque c'est énormément de fatigue, faut savoir se reposer également. Toute la vie après tourne autour de ce marathon, donc je pense que c'est aussi un style de vie à la fin quand on s'entraîne pour un marathon. Et ça représente quoi justement un entraînement d'Emmeline pour le marathon ? Donc tu me disais quand tu es arrivé aux États-Unis, tu es passé de 2 entraînements par semaine à 6 ou 7. Et en termes de marathon, ça représente quoi pour toi ? C'est énormément de kilomètres, en tout cas moi dans mes prépas. Malheureusement, après cette année, c'était compliqué, donc j'ai fait moins de kilomètres que l'année dernière. Mais après, je fais pas mal également de natation. J'ai continué à faire la natation. Surtout depuis cette année où je me suis blessée. Mais oui, je pense que ce qui change, c'est le volume kilométrique et le volume des séances également. Et des footings longs. Ça représente quoi ? Parce qu'il faut que tu nous en dises un petit peu plus là, pour celles et ceux qui connaissent pas la discipline du marathon. Ça représente quoi comme séance pour toi dans la semaine ? C'est pratiquement du bi-quotidien tous les jours.
sauf le jour du footing long et une fois par semaine. Moi, le plus haut que je suis montée, c'était 180 km, mes plus grosses semaines. Après, en moyenne, je pense cette année, j'étais plus aux alentours de 150 pendant la prépa marathon. Et puis, c'est des footings longs. Moi, je sais que j'ai fait un marathon pendant mon footing long. Cette année, j'ai été jusqu'à 2h45 de footing long, mais l'année dernière, j'avais fait un footing long de 3 heures. Et après, c'est également les séances. Moi, j'avais jamais pas l'habitude de faire des séances de plus de 6-7 km sur la piste. Et là, maintenant, ça peut monter à 12 km, même. Parfois, peut-être même un peu plus. 12 km de séance. Et c'est ces choses-là, oui. Mais c'est du bi-quotidien, oui, pratiquement tous les jours. Et comment est-ce qu'on vit, justement, alors pour le coup, c'est aux États-Unis, en étant étudiante, sportive de haut niveau, à continuer à faire les compétitions en France? J'imagine qu'il y a pas mal d'allers-retours tout au long de la journée, tout au long de l'année plutôt. Oui, c'est vrai que quand j'étais à l'université, en fait, tout est fait là-bas pour les athlètes. Donc, on a le choix, dès le début du semestre, de choisir nos cours, quand est-ce qu'on veut nos cours, à quelle heure et tout ça. Donc, j'avais fait en sorte d'avoir cours que le matin, jusqu'en début d'après-midi. Et ensuite, l'entraînement est aussi en fonction de nos cours. Donc, j'avais entraînement très tôt le matin. J'avais cours l'après-midi, puis ensuite, si je souhaitais, mais bon, c'était pas encore à l'époque quelque chose que je faisais, je pouvais doubler l'après-midi quand j'étais à l'université. Mais oui, je pense que si on est organisé et si on sait gérer son temps, c'est faisable. C'est faisable. Et pareil, pour tout ce qui est aller-retour en France, j'en faisais pas spécialement beaucoup. Je faisais que deux voire 3 allers-retours par an pour rentrer en France. Et c'était à ces périodes-là où je faisais par exemple un cross de sélection ou les championnats de France l'été. Et après, tu partais sur les plus grosses échéances depuis les États-Unis, c'est ça ? C'est ça. Ça va venir impacter le coût de ta saison, le coût de ta carrière. Une saison régulière pour toi, tu sais à peu près combien ça représentait en termes de salaire, de frais d'équipement, de déplacement, de nourriture, etc. Honnêtement, je payais rien sauf mes billets d'avion puisque tout était pris en charge là-bas. Même parfois, si on voulait rentrer pour un cross de sélection, parfois l'université pouvait même prendre en charge une partie des billets d'avion. Donc c'est vrai que je payais juste mes billets d'avion des États-Unis à la France. Mais c'est tout, puisque équipementier, on était équipé par l'université. Donc c'était pas non plus énorme en tout cas quand j'étais en train de faire mes... Et pareil pour tout ce qui est le logement, la nourriture, en fait tout est pris en charge. Donc il y a vraiment rien à payer, les livres, les études, tout est pris en charge. Bon, finalement, c'est peut-être ça la solution pour les sportives et sportifs de niveau en France, quand ils atteignent un certain niveau, d'aller faire les études aux États-Unis et en obtenant une bourse complète athlétique. Ah oui, moi j'encourage tout le monde vraiment à faire ça. C'est vraiment une expérience super, quoi. Moi, en tout cas, j'en garde que des bons souvenirs. Tant en termes d'études que de style de vie sur place et aussi d'événements sportifs ? Ouais, tout. Même moi, en tout cas, j'avais trouvé les études vraiment plus simples qu'en France. Après, malheureusement, j'ai pas choisi les études qui me convenaient vraiment. C'était pas ce que j'aimais du tout. Donc, j'ai fait ça. Mais oui, en termes d'études, sport, même la vie sur le campus, tout était trop bien. Et une fois que tu n'es plus étudiante, est-ce que les choses changent ? C'est là que c'est compliqué. Parce qu'on a tellement eu l'habitude de tout avoir, de pas vraiment être autonome dans un sens où tout était payé. Donc, tout ce qui est gérer son argent et tout ça, si on n'est pas un petit peu près, c'est vrai que c'est compliqué. Même ensuite, après l'université, de savoir vraiment ce qu'on veut faire, de retrouver un coach, une team. En tout cas, pour moi, ça a été très dur. Oui, parce que tu ne pouvais pas envisager de rester avec le même coach, avec la même team que celle de l'université. Une fois que tu as fini tes études, c'est terminé. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants athlètes américains qui arrêtent après l'université et qui travaillent. Et c'est là que les carrières de sportives et de sportifs de niveau
se termine. Et remarque, en France, on n'est pas loin non plus, parce que finalement, quand tu as le statut d'étudiant et que tu étudies et que tu bénéficies d'une bourse, c'est peut-être moins important qu'aux États-Unis, mais ça aide déjà pas mal. En revanche, dès que tu as terminé les études, c'est là que tu rentres dans la vraie vie et que les vrais problèmes apparaissent. Bah, c'est ça. C'est là où je m'étais dit, ah bah ça y est, là je suis dans la vraie vie maintenant. C'était plus compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Et puis surtout que sur ton chemin, c'est instillé cette blessure et donc ça rajoute une belle barrière. C'est ça. Si tu pouvais justement donner un conseil à des jeunes qui voudraient suivre le même parcours que toi, qui se poseraient la question, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel serait le meilleur moyen de pouvoir arriver à ses fins, de devenir athlète de haut niveau, en cochant la case études, mais en France, aux États-Unis? Et quel bon conseil, quel bon tips tu pourrais donner? Bah, de toujours y croire et franchement de jamais rien lâcher et de ne pas avoir peur surtout. De ne pas avoir peur de se lancer et suivre vraiment ce qu'on désire vraiment du fond du cœur, quoi. Si c'est vraiment quelque chose que l'on veut, moi je pense que c'est faisable. Enfin, moi je suis partie aux États-Unis sans parler l'anglais du tout. Donc ça peut faire peur au début de se dire je pars dans un pays, j'arrive là-bas, je connaîtrai rien, enfin je vais rien comprendre. Et en effet c'est ce qui s'est passé, je ne comprenais absolument rien. Et c'est effrayant au début, mais enfin on trouve tout le temps des moyens de s'en sortir, donc ouais, je pense que vraiment, il faut jamais rien lâcher en tout cas et suivre notre instinct, quoi, ce qu'on veut vraiment et écouter notre cœur. Imaginons qu'on soit un peu dans un monde parallèle. Si tu pouvais te projeter à côté de la petite Emeline de 18 ans quand tu viens d'avoir ton bac, avant que tu partes aux États-Unis, qu'elle sache pertinemment la vie qu'elle va avoir et justement qu'elle te voit là, à côté d'elle, qu'est-ce que tu crois que elle, la petite Emeline, te dirait à ce moment-là? Bonne question. Je sais pas, je me suis jamais trop posé de questions, honnêtement. Je préfère faire les choses comme elles viennent et saisir les opportunités quand elles se présentent à moi. Donc, je sais pas ce que je pourrais me poser comme question. Et du coup, si tu pouvais lui donner un conseil, sachant que là, ce serait pas un jeune ou une jeune qui voudrait suivre la même chose, mais si toi, tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu pourrais lui donner? Quel serait ton meilleur conseil? D'accepter les échecs et de pas essayer de vouloir tout contrôler et plutôt d'avoir confiance en la vie et de saisir les opportunités et de profiter vraiment du moment présent. Ça surtout, je pense. Vraiment profiter du moment présent. Profiter du moment présent. Ça, c'est une belle conclusion parce que finalement, quand on est sur du sprint, c'est presque facile de profiter du moment présent, ça va vite. Mais quand c'est sur marathon, ça demande beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'implication pour profiter du moment présent pendant 2h30. En effet. Ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose de toujours très simple. Mais pareil, je pense que c'est un travail vraiment mental. Et c'est à force de s'entraîner, à force d'avoir de l'expérience aussi. Je pense que le marathon, c'est important d'avoir acquis un peu d'expérience et de bien se connaître. Je pense que c'est quelque chose d'important pour pouvoir gérer l'effort. Emeline, merci beaucoup pour ce partage. Si on veut te suivre, si on veut t'encourager, si on veut te souhaiter des vœux de bon rétablissement, où est-ce que ça se passe? Plutôt sur Instagram. On remettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Emeline, merci beaucoup encore une fois pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite un bon rétablissement parce que c'est justement le cas là. Et puis, on suivra tout ça avec attention. Et on espère te voir en 2025 au plus haut niveau et puis en 2028 à Los Angeles, mais pas comme spectatrice, comme actrice des JO. Ça serait bien. Merci en tout cas. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Emeline Delanis que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Emeline et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux.
Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!